Hello! Au programme du jour, le meurtre brutal de Valérie Barry en Côte d'Or. Mais avant de commencer, je tenais à vous remercier. D'habitude, je le fais en fin de vidéo, mais ça fait 1 an désormais que je fais des vidéos et que vous êtes de plus en plus nombreux. Et c'est cool, alors merci. Et sans plus attendre, Valérie donc. Valérie Barry, c'est une femme qui est aide-soignante, qui a 38 ans et qui est décrite par sa famille, ses amis, ses collègues comme une femme douce, souriante, appréciée de tous. Elle est au service des autres, mais pour autant, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Elle a été mariée une première fois et a eu un enfant qui s'appelle Thomas. C'est dans sa clinique, là où elle travaillait, qu'elle rencontre Laurent, qui est alors brancardier. Laurent, c'est un ancien militaire, parachutiste, reconverti en brancardier qui tombe sous le charme immédiatement de Valérie et la drague en lui laissant des fleurs sur son pare-brise. Et rapidement pour elle, c'est aussi le coup de foudre. Laurent a été marié une première fois, il a eu aussi des enfants de son côté, et c'est ainsi que le couple se forme, une famille recomposée avec ses hauts et ses bas, mais tout le monde apprend finalement à vivre ensemble. Après un mariage heureux et très rapide, le couple donne naissance à une petite fille, Laura, en 99, qui a 4 ans au moment des faits que je vais vous raconter. Laurent explique à sa femme qu'il a envie de changer de vie, de partir à la campagne, de se reconvertir une nouvelle fois pour devenir éleveur. Depuis 2 ans, le couple vit dans une ferme qu'ils ont achetée, une ferme à rénover avec des dépendances, qui permet à Laurent d'exercer son activité professionnelle, mais qui contraint Valérie à faire de très nombreuses heures de route. On parle de 120 km entre le domicile et son travail. La route est longue, le temps passe et les premiers émois finissent par passer. En juin 2003, une crise touche l'élevage de Laurent. Il perd beaucoup de bêtes, ce qui a un impact financier énorme, et ce qui rajoute au stress de la vie de couple. Les finances ne vont pas bien, alors Valérie décide de chercher un poste beaucoup plus près pour réduire très certainement la fatigue, mais aussi les temps de trajet et le coût du trajet. Et elle a une piste sérieuse qu'elle doit commencer très prochainement. Valérie est assez inquiète ces derniers temps, mais finalement, ça semble aller mieux. Le couple n'est pas passé loin de la séparation à plusieurs reprises, mais l'entourage a pu voir qu'ils avaient remonté la pente et ils sont plus amoureux que jamais. Tout va donc pour le mieux jusqu'à ce funeste appel du 26 mars 2004. Ce que vous venez d'entendre, c'est un appel qui a été reçu par les pompiers de Dijon et qui est passé par Laurent. Laurent Barry, qui vit à Lanneau. S'il a l'air aussi paniqué, c'est parce qu'il vient de découvrir sa femme, Valérie Barry, couverte de sang et étendue dans leur domicile. Il a donc immédiatement appelé les secours et les attend dehors. Il ne peut pas rester sur place. Rapidement, les pompiers, mais aussi les gendarmes, arrivent et découvrent le corps. Laurent est paniqué, couvert de sang, hagard. Il a tenté de réanimer sa femme, en vain. Valérie est décédée et cette enquête commence. Lorsque le procureur et les gendarmes arrivent sur place, ils vont constater la présence du corps, que Laurent a recouvert d'une parka, et vont inspecter la maison. Valérie est retrouvée étendue au sol, sur le dos, couverte de sang, dans ses cheveux notamment, ses cheveux sont complètement englués. Et on trouve surtout un couteau de boucher à côté de son bras gauche. L'autopsie révèle qu'elle a été frappée par cette lame à 13 reprises au moins, un peu partout. On a de profondes entailles au niveau du thorax, au niveau du cou, de la tête, un poumon semble perforé. Les plaies sont béantes. Elle a perdu beaucoup de sang, mais ce n'est pas la cause de la mort. Visiblement, c'est un traumatisme crânien, le fait qu'elle ait été frappée au sol, qui a entraîné sa mort. L'autopsie révèle qu'elle a dû agoniser pendant quelques minutes, peut-être une dizaine, puisqu'on voit le sang au niveau de ses cheveux qui sont emmêlés, elle a pu bouger. On retrouve aussi des hématomes sur ses bras, qui sont un signe de lutte. Valérie a lutté pour rester en vie. Des cheveux sont d'ailleurs retrouvés dans sa main, mais aussi au niveau de son pantalon. Ses cheveux vont être prélevés. Pendant ce temps-là, Laurent est paniqué. Sa femme est morte et ses 2 chiens sont introuvables. Le couple avait en effet un Rottweiler et un Border Collie.
Vu l'état dans lequel il est, les pompiers décident de l'amener au CHU de Dijon pour le prendre en charge psychologiquement, attendre qu'il redescende et commencer un petit peu à l'interroger. Heureusement, les gendarmes vont retrouver les 2 chiens qui étaient enfermés dans une des dépendances. Ils ont beaucoup de mal à ouvrir la porte, mais ils finissent par y arriver. Dijon a donc un meurtre violent sur les bras. Le 27 mars 2004, le lendemain des faits, une perquisition est réalisée au domicile du couple. Laurent a pu sortir de l'hôpital, il est un peu calmé et sa famille l'a récupéré. Il assiste donc à la perquisition, même s'il est encore très choqué. Cette maison, c'est un vrai chantier. On a des meubles un peu partout, on a des bâches de travaux, et surtout, on remarque qu'il y a énormément de désordre. Des vêtements ont été sortis des armoires, des bijoux sont répandus sur le lit. Bref, il y a eu un grand ménage, mais pas façon Marie Kondo. Le sac à main de Valérie est aussi retrouvé par terre avec son contenu éparpillé au sol. Sur place, on retrouve aussi un monnayeur qui visiblement a été déplacé. On va donc prélever les traces dessus pour analyse. Au fond du jardin, on a un abattoir qui sert à Laurent pour son activité professionnelle. Lorsque les gendarmes le visitent avec lui, il explique qu'un ancien couteau à lui, un couteau au manche vert, servait justement à l'abattage des poules, mais qu'il ne fonctionne plus très bien et qu'il l'a mis dans la cuisine. Il sert désormais pour le couple, pour la cuisine du quotidien. Sauf qu'à l'endroit où il devrait être dans la cuisine, il n'y est pas. Et pour cause, c'est celui qui a été retrouvé par terre à côté de Valérie. C'est l'arme du crime. Ces premières investigations sont réalisées, l'autopsie aussi, et on sait désormais que Valérie n'a pas été abusée sexuellement, qu'elle n'a pas été droguée, et qu'elle est décédée a priori entre 9h45 et 11h30, 11h40, avant que Laurent n'appelle les secours. Laurent explique que Valérie n'a pas d'ennemis, même son ex-conjoint qui était au travail à ce moment-là, qui a donc un alibi, explique qu'ils s'entendaient très bien. Alors, qui a pu la tuer ? La première personne entendue, c'est évidemment Laurent, le mari. Vous le savez, c'est le dernier à l'avoir vu, et puis surtout, c'est le mari, donc c'est le premier suspect. Il explique que ce jour-là, c'était un vendredi, et donc comme tous les vendredis, il est parti vers 9h pour livrer des volailles à un restaurateur avec qui il travaille sur Dijon. Pendant ce temps-là, Valérie était restée au domicile puisqu'elle était en congé. Il prend la voiture de sa femme pour y aller, et le restaurateur qui est entendu confirmera qu'il a bien vu Laurent ce jour-là aux heures indiquées. Lorsqu'il repart, il est environ 10h15. Laurent part chez Thierry, un ami garagiste, boit un café avec lui et reprend la route vers 11h. Et lorsqu'il rentre, il constate l'absence de ses chiens et surtout le corps de sa femme, au moment où il appelle les secours. Laurent a donc un alibi, mais les gendarmes sont obligés de le vérifier. Et en pratique, pour le vérifier, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont reproduire le trajet. On peut avoir plein de types d'investigations, d'actes faits pendant une procédure, et on pense souvent à l'analyse ADN, les prélèvements, mais on a aussi les reconstitutions. Là, typiquement, on en a une. Les gendarmes prennent leur voiture, montent dedans, et refont le trajet à l'identique, dans les mêmes conditions, en chronométrant. Ils vont le faire plusieurs fois, et cela leur prend 40 minutes à chaque fois. Il constate donc un décalage d'environ 20 minutes avec l'alibi de Laurent. Sauf que Laurent, il n'avait pas sa montre, il n'avait pas l'œil sur l'heure, et surtout, 20 minutes, finalement, avec de nombreux arrêts, c'est assez peu comme décalage. La circulation n'est jamais vraiment la même, on peut avoir plus ou moins de monde, on peut rouler plus ou moins vite. 20 minutes, ça ne semble donc pas complètement ahurissant. Son alibi est donc validé. Je sais que vous êtes déçus et que vous vous attendiez à autre chose. Le 30 mars 2004, le juge d'instruction ouvre donc une instruction pour meurtre. Les gendarmes n'ont aucune idée de qui a pu commettre le crime et le hameau de l'Anneau, est complètement paniqué. Il faut vous représenter, c'est un lieu où il ne se passe pas grand-chose, tout le monde se connaît. Et donc, un meurtre aussi brutal, ça effraie tout le monde. Si un inconnu était passé, on l'aurait nécessairement vu. On va donc élargir aux sorties d'hôpitaux psychiatriques, aux sorties de prison, pour essayer de trouver une personne qui aurait pu passer par là. Quelqu'un auquel on ne penserait pas de prime abord. Beaucoup d'auditions sont réalisées, on prend des empreintes, mais on ne trouve rien. Les bornages téléphoniques ne donnent rien, les gendarmes font chou blanc. Jusqu'à un témoignage important, celui de la factrice. Et oui, dans les petits villages comme ça, la factrice, c'est une personne qui connaît tout le monde et qui connaît aussi les habitudes des gens. Et elle explique que lorsqu'elle passe à 11h15, les chiens ne sont pas là. Ce qui veut dire qu'ils ont été enfermés pendant que Laurent était parti.
On observe aussi que la camionnette de Laurent a bougé. Elle était dans un sens lorsqu'il est parti en début de matinée, et elle s'est retrouvée dans l'autre sens quand les gendarmes viennent faire les constatations. Et on se rend compte que le moteur est encore chaud, donc elle a été déplacée. Est-ce que Valérie a conduit? Est-ce que c'est son meurtrier? On ne sait pas. L'autre piste qui est explorée, vous la connaissez si vous avez été un petit peu attentif. Le cambriolage. Et oui, vu l'état dans lequel la maison a été retrouvée, on pense nécessairement à un cambriolage. Un cambriolage qui aurait mal tourné et qui aurait amené à la mort de Valérie. Les gendarmes demandent donc à Laurent de lister, de faire un inventaire des objets qui auraient pu disparaître. Et il y en a un paquet. Mais un paquet aléatoire. On a des sacs à glaçons, on a des bas de survêtements, on a des mugs, des chaussettes. À moins d'avoir un cambrioleur fétichiste de certains objets, ce n'est pas habituel. Les objets de valeur n'ont pas été touchés, je vous l'ai dit, les bijoux sont retrouvés sur le lit. Laurent explique qu'il y avait un billet de 100 € sous le monnayeur, qui n'est plus là, et une montre qui aurait disparu d'à peu près la même valeur. On n'est clairement pas sur le butin du siècle. Et cette ferme, ce n'est pas la cible idéale pour un cambrioleur, c'est une vieille ferme en travaux, il y a quand même 2 gros chiens qui la surveillent, et ces chiens, ils n'ont pas été drogués pour être enfermés. Donc il faudrait être cambrioleur fétichiste des chaussettes et dompteur de chiens. Tout ça est incohérent, les gendarmes sentent bien qu'ils n'avancent pas, et ils décident de retourner à la ferme pour refaire des analyses. Problème, entre-temps, les scellés ont été levés. Laurent et sa famille ont donc été autorisés à nettoyer la scène de crime, qui reste quand même leur domicile, je vous le rappelle. Et ils l'ont fait. C'est ballot, mais le juge d'instruction pense qu'avec du luminol, on pourra quand même retrouver des traces. On va retrouver quelques traces au niveau de l'évier et au niveau du bas d'une porte, mais c'est assez insuffisant. On fouille aussi les 2 véhicules, et dans celui de Valérie, on va retrouver des chaussons. Et sur ces chaussons, les gendarmes trouvent une trace au-dessus, qui ressemblerait peut-être à du sang. Alors on les envoie au labo pour analyse. Ces chaussons, ils n'étaient pas là lorsque les gendarmes sont venus le jour des faits. Et Laurent va expliquer qu'en fait ce sont les siens, et qu'il les a oubliés dans la voiture lorsqu'il a fait les allers-retours. C'est assez étrange et donc on va les analyser, mais à part ça, on n'a rien. Ce retour sur place ne donne donc rien. Mais Laurent n'abandonne pas et donne une piste aux gendarmes. Il y a un homme qui aurait pu peut-être commettre ce meurtre. Cet homme, c'est Ludovic, un ancien collègue et ami de Laurent, dont Valérie avait peur. Cet homme était en reconversion et il apprenait donc le métier avec Laurent qui le formait tard le soir. Sauf qu'il avait déjà été surpris en train de draguer Valérie, qui était très mal à l'aise. Et Laurent et lui s'étaient disputés au sujet d'une association parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur les montants. Ils connaissaient les lieux, ils connaissaient les chiens et ils connaissaient Valérie. C'était peut-être une volonté de se venger. C'était une piste intéressante. On l'auditionne donc et il explique qu'il ne sait rien, qu'effectivement il a vu Valérie mais une fois, que Laurent avait été très jaloux parce qu'ils avaient bu un verre ensemble, mais que c'est tout. Il a surtout un alibi, il était avec ses parents au moment du meurtre, ça a été vérifié. Ce n'est donc pas lui. Alors on a un deuxième homme qui apparaît et qui cette fois-ci est dénoncé par la boulangère. Après la factrice, la boulangère, des femmes de confiance. Cet homme, il est connu dans le coin. Il est étrange, pour le moins. Il a tendance à se promener en portant des pancartes de femmes nues. Il est dérangeant avec les femmes qui en ont peur. C'est Pascal, un ancien du hameau, qui vit reclus et qui surtout avait travaillé dans la ferme avant que le couple s'installe dedans. C'est un éleveur de chèvres qui est un peu bourru et qui surtout semble avoir quelques déficiences mentales. En tout cas, c'est comme ça qu'on a tendance à le décrire. Les gendarmes vont donc décider de l'interroger, sauf qu'ils n'y arrivent pas. Pascal s'est barricadé chez lui. Il refuse de leur ouvrir en expliquant qu'il refuse de parler aux policiers, aux gendarmes, aux juges, bref, à toute autorité. Les gendarmes n'arrivent donc pas à l'auditionner. Et pendant ce temps-là, Ludovic revient en gendarmerie pour être entendu. Il s'est souvenu d'un détail lorsqu'il travaillait tard le soir avec Laurent. Il explique qu'alors qu'ils étaient en train de s'occuper de bêtes, de les tuer, Laurent lui a confié son passé de militaire et surtout qu'il préférait tuer les humains aux bêtes.
Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, surtout que les coups qui ont été portés sont précis. On a une arme de boucher avec une lame qui fait 20 cm à peu près. Et les gendarmes relèvent que quelqu'un qui ne sait pas se servir d'une lame, quand il porte des coups pareils, il y a énormément de chances qu'il se fasse plus de mal à lui. Mine de rien, tuer quelqu'un avec un couteau, quelqu'un qui bouge, c'est pas simple. Ludovic accuse donc Laurent d'avoir été honteux parce que son entreprise ne marchait pas bien, honteux auprès de sa femme, et il aurait décidé de la tuer. Le problème dans cette version, c'est que déjà Laurent a un alibi, je vous l'ai dit, et surtout, Ludovic il vient d'être balancé par Laurent. Donc on se dit que c'est potentiellement une vengeance, il cherche à le mettre en difficulté. Bon, les gendarmes n'abandonnent pas l'idée d'entendre Pascal, on y retourne. De nouveau bloqué à la porte, mais il finit par entendre raison et finit par ouvrir. Lorsque les gendarmes entrent, ils découvrent une décoration étonnante. On a des photos de femmes nues partout. Il y a clairement un problème, mais pour autant la perquisition ne donne rien. Et Pascal a aussi un alibi, il faisait des courses ce jour-là, ça a été confirmé. Bref, on a désormais 3 personnes, 3 alibis, et aucun meurtrier. Heureusement, les résultats de l'ADN reviennent du labo. Vous vous en souvenez, on avait analysé les cheveux qui avaient été retrouvés sur Valérie. Ce sont les siens. Visiblement, elle les a perdus pendant son meurtre. Sur le couteau, on retrouve le sang de Valérie, ça paraît logique, uniquement sur la lame, mais on n'a aucune trace sur le manche, rien du tout. Pour les traces qui sont sur le monnayeur, ce sont celles de Laurent, ça paraît logique, c'est le sien, mais il n'y a pas d'autres traces, alors que ce monnayeur, il a été soulevé et qu'il y a de la poussière dessus. Et sur les chaussons, on a le sang de Valérie. On ne retrouve donc sur cette scène de crime que des traces des personnes qui habitaient cette maison. Ce qui est normal. Et l'enquête n'avance donc pas, et ça va durer. Pendant des années, le dossier reste à l'arrêt. En octobre 2005, on va nommer un nouveau directeur d'enquête, un nouveau gendarme qui reprend tout à zéro. Il repart donc vraiment du début du dossier. Et le début du dossier, c'est l'appel aux pompiers. Je vous l'ai fait entendre. On entend bien Laurent qui hurle, qui est paniqué, sa femme est morte. Sauf que ce qu'on entend aussi, il faut pencher l'oreille, ce sont des aboiements. C'est un tout petit détail, mais les chiens aboient alors qu'il est en train de dire qu'il ne les retrouve pas. Si le pompier qui prend l'appel et donc le gendarme qui écoute l'audio est capable d'entendre des chiens qui aboient, Laurent, il devrait être capable de les entendre. On vérifie, il n'y a pas de chiens chez les voisins, ils sont très loin, les chiens les plus proches, donc c'est nécessairement ceux du couple. On va envoyer cet audio à un institut technique de la gendarmerie qui s'appelle l'IRCGN et qui va confirmer que ce sont bien des chiens qu'on entend. On vérifie quand même de façon plus poussée. On a donc un mensonge. Le gendarme qui reprend le dossier, il ne croit pas non plus au cambriolage. Déjà parce que toutes les pièces n'ont pas été visitées. Par exemple, la chambre de l'enfant, la petite de 4 ans, est intacte. Tous les objets de valeur sont là, sauf les mugs et les chaussettes. Et ça ressemble donc à un faux cambriolage. Le gendarme sait qu'il va devoir réentendre Laurent, mais il ne se précipite pas. Il prend son temps pour le faire. Pour ne pas se tromper, il va reprendre l'histoire du couple et essayer de creuser plus en profondeur. On va entendre Thomas, le fils de Valérie, le beau-fils de Laurent, qui va décrire un schéma conflictuel dans la famille, un schéma violent, et une situation qui était très pénible à vivre pour Valérie. Elle ne supportait pas ces conflits en permanence, elle ne supportait plus cette vie à la campagne, ces trajets incessants, et surtout cette vie désargentée. Le couple était endetté à plus de 100 000 €. Valérie, fin 2023, avait pris la décision de quitter l'anneau. Elle l'avait fait en cachette et elle avait contacté un agent immobilier pour essayer de trouver un appartement. Pour l'instant, elle n'en parlait pas à son mari, elle préférait faire les choses de son côté. Sauf que l'agent immobilier a eu la bonne idée d'appeler à la maison et il est tombé sur Laurent. Et il lui a donc dit « Félicitations, j'ai trouvé un appartement pour vous !» Je vous laisse imaginer la surprise de Laurent et c'est ce qui avait entraîné la volonté de divorcer du couple. Sauf que le projet semblait tomber à l'eau, finalement ils s'étaient réconciliés. Tout ce contexte est suffisant pour entendre à nouveau Laurent, et cette fois-ci on va le placer en garde à vue. Le 17 janvier 2006, il est donc placé en garde à vue et son audition va commencer. Mais pendant ce temps-là, les gendarmes sont chez sa mère. Parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais pendant un certain temps, il a quand même vécu là-bas, parce que c'était compliqué pour lui d'être dans la ferme. Et les gendarmes sur place, qui font une petite perquisition, retrouvent la montre. Vous savez, celle qui a été volée. Laurent, pendant son audition, est fermé.
Le gendarme essaye de le cuisiner en étant intelligent, en parlant du passé de militaire, mais il sent bien qu'il a face à lui un mur. Pour essayer de le déstabiliser, il va lui montrer l'arme du crime, mais il se passe rien. Pareil quand le gendarme lui dit qu'ils ont retrouvé la montre, pas vraiment de réaction. Finalement, Laurent va finir par expliquer que effectivement, il a paniqué et qu'il a inventé un cambriolage. Il a paniqué quand il a trouvé le corps de sa femme, gisant au sol, et il a décidé d'inventer un cambriolage pour ne pas qu'on l'accuse. C'est quand même très con, mais c'est sa version, et il explique aussi qu'il avait enfermé les chiens, que c'était lui, à la demande de sa femme. Il ne reconnaît pas le meurtre, il reconnaît qu'il y a eu une petite dispute du couple avant qu'il parte, mais qu'il est parti tranquillement. Mais il a menti au secours et on le sait, et c'en est trop. À l'issue de sa garde à vue, le 19 janvier 2006, Laurent est mis en examen par le juge d'instruction pour meurtre, pas pour assassinat parce qu'on n'a pas d'idée de préméditation. Il clame son innocence, ce n'est pas lui, c'est une erreur judiciaire. Quelque temps après, en février 2006, on le place en détention provisoire. Et pendant ce temps-là, sa famille, son fils, croient fermement en son innocence. Laurent en détention va faire une grève de la faim, il va faire une tentative de suicide, il continue de crier à qui veut l'entendre qu'il n'a pas tué sa femme. Au bout de 10 mois de détention, il obtient une remise en liberté dans l'attente de son procès. Et pendant tout ce temps, en attendant le jugement, le juge d'instruction il continue à travailler. Il continue à vérifier l'alibi de Laurent, puisqu'on sait maintenant qu'il y a des mensonges dedans. Mais à quel point ? Finalement, on se rend compte qu'il est parti de chez lui un peu plus tard que ce qu'il avait annoncé, entre 9h30 et 9h45. Et ceux qui ont réalisé les autopsies et aussi les premiers secours qui sont arrivés sur place vont être entendus sur l'heure exacte de la mort, même si ça peut jamais être exact, mais on se rend compte que finalement la mort elle a pu intervenir plus tôt, un petit peu avant 9h. On a donc un créneau possible pour que Laurent tue sa femme, organise le cambriolage et s'en aille faire son itinéraire, créer son alibi. Ce que pense le juge d'instruction, c'est que Laurent devait s'attendre à ce qu'on retrouve sa femme pendant son absence. Il devait donc s'attendre à ce qu'on l'appelle, pendant qu'il n'était pas là, pour lui annoncer la mort de sa femme. Mais voyant l'heure passer, il se serait rendu compte d'une chose. Le téléphone ne sonne pas, on n'a pas retrouvé sa femme, et leur petite fille, Laura, 4 ans, va rentrer de l'école. Alors pour éviter que ce soit elle qui retrouve le corps de sa maman, Laurent aurait pris la route en urgence, et aurait appelé les secours. Laurent est renvoyé devant la cour d'assises pour meurtre. L'audience commence le 19 octobre 2009 et il maintient sa version. Sa famille est là, l'accompagne et témoigne aussi. L'expertise psy n'est pas très probante, il n'y a pas d'éléments dans sa personnalité intéressants. Mais après 3 jours d'audience, on va reprendre les photos de la scène de crime et on trouve les chaussons. Les fameux chaussons qui ont été retrouvés dans la voiture, ils étaient présents lors du meurtre. La mère de Laurent va expliquer qu'en fait, elle les a portés quand ils ont nettoyé la scène de crime, le lendemain ou le surlendemain, et que c'est donc comme ça qu'il y a eu la trace de sang. Mais cette explication ne va pas convaincre et Laurent va être condamné à une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Il fait appel et la cour d'assises d'appel du Doubs est saisie et confirme cette peine. Nous sommes alors en novembre 2010. Laurent tente un pourvoi en cassation qui est rejeté en 2012. Aux yeux de la justice, Laurent est donc coupable du meurtre de sa femme. Mais quel est votre avis à ce sujet ? On a beaucoup d'éléments à charge, je vous les ai rappelés, mais on a aussi beaucoup d'éléments à décharge. Il a avoué qu'il a menti, il a avoué qu'il a maquillé la scène de crime, et il explique que c'est parce qu'il avait peur d'être accusé à tort. Ce qui finalement est arrivé d'ailleurs, selon lui. On peut se dire que c'est un mensonge, qu'il a voulu se créer un alibi, mais on peut aussi se dire que c'est une réaction pas rationnelle du tout, mais cohérente avec le choc de retrouver l'amour de sa vie par terre. La question des chaussons, elle se pose vraiment parce que la trace qui a été retrouvée, elle est au-dessus, mais on n'a pas de trace sur les semelles, on n'a pas de projection de sang. Ça semble être une trace unique qui n'est pas forcément cohérente à charge ou à décharge. Et enfin le timing, je vous l'ai dit, c'est compliqué de faire une reconstitution exacte, parce que on ne met pas forcément toujours le même temps. Pour ma part, l'absence d'ADN autre, les mensonges de Laurent répétés me font penser que c'est bien lui le coupable. C'est surtout celui qui avait un mobile le plus affirmé, celui qui savait manier un couteau, avec son expérience militaire et avec surtout son expérience professionnelle. Il abattait quand même des poules tous les jours. Mais il est possible que tout le monde se trompe, que la justice se soit trompée et qu'il soit effectivement innocent. Maintenant, il va devoir attendre pendant encore quelques années avant d'être remis en liberté à l'issue de sa peine.
Je vous laisse me dire en commentaire quelle est votre idée. Avec tous les éléments que je vous ai dit à charge, à décharge, pour vous, qu'est-ce qui est probant, qu'est-ce qui est pas probant? Est-ce que vous avez d'autres théories? Cette affaire, elle est intéressante parce qu'elle est terminée du point de vue juridique. Il est jugé définitivement, on reviendra pas sur cette condamnation, mais on a encore du flou. On n'est pas sur une situation où ça semble évident. Et on a surtout une famille qui est derrière Laurent et qui continue de le soutenir. Comme d'hab donc, je vous retrouve en commentaire pour lire tout ça, c'est toujours super intéressant. N'hésitez pas, pour ceux qui découvrent cette vidéo, à vous abonner pour en voir d'autres, activer la petite cloche pour les notifications, et puis on se retrouve dans la prochaine. Salut!